merci de m'écouter. C'est un petit week-end de torture quand même, parce que pour lancer quelqu'un comme Michel Serres, il faut être un petit peu gonflé. Je ne le suis pas habituellement, je vais essayer de l'être un petit peu. Ça m'a inspiré tout de suite une petite réflexion, c'est quelque part la grande injustice, le préjugé, la grande déconvenue que subit le sport depuis très longtemps vis-à-vis de ses élites, et notamment de ses élites intellectuelles. Je m'explique. J'ai fait l'école de journalisme, comme beaucoup de mes confrères. Et à l'époque, on me disait « Ah, tu fais l'école de journalisme, c'est passionnant. Et qu'est-ce que tu voudrais faire ?» Je dis « M'occuper de sport. » Ah oui. Et là, tout de suite, on sent un blanc. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément exactement le même journalisme que le reste. Que nos élites, quelque part, ont toujours peut-être regardé chez eux le sport, mais qu'on n'en faisait pas forcément état à l'extérieur. Il y a un journal qui s'appelle L'Équipe, qu'on connaît tous, à une époque, je me souviens, se trimballer avec l'équipe sous le bras, ça vous fixait dans un cadre bien plus sûrement qu'un costume cravate ou qu'un bleu de travail. Ça voulait dire tout simplement que s'intéresser au sport, c'était pas forcément très intéressant, très reluisant, si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce petit phénomène où on opposait sans cesse la tête et les jambes. Et puis moi, je me souviens d'un exemple important, dans notre vie à tous, on l'a tous vécu, c'était France 98, la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde de foot. Et là, on s'est rendu compte que d'un seul coup, on avait tous un même dénominateur commun, une passion commune, un élan national qui a fait qu'on parlait tous de la même chose au même instant. Les élites intellectuelles ont beaucoup parlé à l'époque de la génération Black Blanc Beurre, de ce foot qui intégrait. Le sport l'avait toujours fait de son côté sans qu'on n'en parle jamais. Mais d'un seul coup, ça intéressait tout le monde. Par un mouvement d'une souplesse inédite jusqu'ici, les jambes avaient fini par toucher la tête. Ça m'a intéressé. Et c'était pas pour un coup de pied. Il faut être souple. Il faut être souple. Un autre exemple que ça m'a inspiré, c'est qu'effectivement, ce sport, et ce sport retentissant, ce sport spectacle qui a pu donner un grand élan comme ça national, une grande ferveur, ça a permis surtout de traverser des plafonds de verre qu'on ne voyait pas forcément, et bien au-delà de la génération Black Blanc Beurre. Le sport est un moteur qui peut nous permettre de vivre ensemble, effectivement, on le sait, et d'avoir le même élan ensemble, de traverser un petit peu et les générations et les catégories socio-professionnelles. C'est aussi le sport, et je vais prendre un autre exemple concret, extrême probablement, quelque chose qui peut être le moteur d'une société et même une matière première. Je vais vous parler de ce que je connais le mieux, parce que c'est finalement le plus facile. C'est du rugby. Je vais vous prendre un exemple comme le pays de la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est un tout petit caillou au milieu du Pacifique, 4 millions d'habitants, et pourtant, depuis plus de 100 ans, ce petit pays continue de nous fournir les plus grands rugbymen du monde. Ça, c'est un mystère. Il n'y a pas tant que ça. Ça remonte à 1900, au début des années 1900, 1906. Les premiers All Blacks qui sont venus en tournée en France, on les appelle les Originals, ont gagné sur 34 matchs, 33. On en a perdu qu'un contre le Pays de Galles. Mais très vite, les élites néo-zélandaises se sont rendues compte que c'était ce qui permettait de les mettre sur la carte mondiale, de communiquer, de vendre leur savoir-faire. Les All Blacks étaient devenus leur principal panneau publicitaire. Donc ils n'ont eu de cesse depuis ce temps-là que de développer leur matière première, leur or noir, c'est-à-dire faire du rugbyman compétent qui va impressionner le reste du monde et accessoirement de pouvoir botter le derrière de la perfide Albion, ce qui n'a jamais rien de désagréable, c'est-à-dire les Anglais. Jusque-là, la Nouvelle-Zélande était un dominion de l'Empire britannique. À partir de là, il y a une conscience de nation qui est née. Qu'a fait la Nouvelle-Zélande ? Eh bien, elle est allée filer du rugby, enfouir du rugby et chercher du rugby jusque dans ses écoles maternelles. Un système éducatif complètement bâti sur le modèle capable de développer des sportifs de très haut niveau, et puis sinon une population en forme, mais orientée vers une même recherche, celle de la performance dans un sport qu'ils apprécient particulièrement et où ils brillent. Vous allez aujourd'hui dans une école néo-zélandaise, si vous avez la chance d'être bon en mathématiques, en littérature, en langue anglaise, grand bien vous fasse, mais si vous n'êtes pas bon là-dedans, mais que vous êtes bon en rugby, il y a des coefficients suffisamment importants et une éducation qui est suffisamment bien faite pour passer dans la classe supérieure. Ça, c'est un cas extrême, mais ça doit aussi pouvoir inspirer ce que nous faisons, à savoir pourquoi, dans le système de notre éducation, le sport n'est-il pas considéré avec autant d'importance. Je dirais que dans nos sociétés humaines... Parce qu'on a 2 heures de sport par semaine ? C'est ça, mais il faut bien toujours continuer à penser que c'est bien les jambes qui font avancer la tête. Et le fait d'avoir vu Michel Serres et cet entretien avec lui, ça nous permet de remettre des mots sur une intuition qu'on peut avoir. Le sport est important, mais pourquoi, au fond ? Et alors, regardons cette interview de Michel Serres, réalisée par notre président Sylvain Henry-Cissé, et tu vas le présenter, bien sûr. Je vais dire un mot sur mais Michel Serres. C'est l'hommage, effectivement, pour une fois, de la tête aux jambes, et ça fait du bien. Exactement, et vous allez voir, vous le connaissez forcément, Michel Serres, je crois qu'on le connaît tous. Il a un petit truc en plus, il a un regard malicieux et il a un tout petit fond d'accent que moi j'adore parce que c'est chez moi. Il est gascon.
Voilà. Vous savez, ça roule un petit peu. C'est pas du Nougaro qui vient de Toulouse, mais c'est plutôt du Agen, quoi. C'est Cabrel. Et il est agenais. Et il est rugbyman. Alors, tu parlais de rugby, mais lui, il est rugbyman. Il était troisième ligne. Il l'a longtemps été. Et vous allez voir, je déflore rien, je dévoile pas l'entretien, mais vous allez voir qu'il parle de culture physique. Et moi, j'ai adoré ce terme-là. Parce que culture physique, ça fait vieux crouton quand on dit culture physique. Mais moi, culture physique, c'est ce qu'on disait quand j'étais à l'école. J'étais dans une école où il y avait 2 instituts qui allaient de la maternelle au CM2 et on faisait de la culture physique. Et lui parle encore de culture physique avec cette espèce de pétillance. Alors, Michel Serres n'est pas là, on est allé le rencontrer, et Silver l'a rencontré parce que il a 83 ans. Vous allez voir qu'il est extrêmement en forme. Il y a une chose qu'il dit, il ne le dit pas dans l'entretien, il dit se trouver vieux devant sa glace. Moi, j'adore quand il parle de ça. Quand il parle, il raconte quand il passe, quand il se voit, il se dit je suis vieux. Mais dans ma tête, il se sent tellement jeune et physiquement, il est extrêmement jeune. Il aime le sport, ça c'est acquis, à un point tel qu'il a créé un groupe il y a quelques années de lobbyistes d'Agen, dont Cabrel faisait partie, pour qu'on accepte et qu'on intègre, c'était dans la 9e édition du dictionnaire de l'Académie française, le mot Ovalie. Pour le rugby, le monde de l'Ovalie. On s'est mis à parler du monde de l'Ovalie il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, ça y est, c'est acté. Ça a été un boulot intellectuel, mais qui venait de son goût pour le sport. Donc, il aime le sport et le sport le lui rend bien, je trouve, parce que c'est un moteur pour sa réflexion. Et je vais le citer encore, Michel Serres. Donc, parlons de culture physique, et puis je vais même un petit peu aller plus loin, je vais supputer, parce qu'il dit qu'il lui est venu un jour cette pensée, écrire est le dernier des métiers manuels. Et là, je te rejoins, tête et jambes sont là, et c'est vraiment Michel Serres. Donc, on le retrouve, c'est Silver Henry Cissé qui l'a rencontré chez lui, et qui lui a posé cette question autour de la réflexion, autour du sport et de la démocratie. On regarde Michel Serres. S'il veut bien. Michel Serres, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour Avec plaisir, merci. La conférence Sport et démocratie. On vous doit un livre qui s'intitule Variations sur le corps, que vous dédiez à vos entraîneurs, formateurs. Oui, à mes professeurs de gymnastique, à mes guides de haute montagne, à tous mes entraîneurs. Et j'ajoute qu'ils m'ont appris à penser. En effet, parce que le corps lui-même, lorsqu'il est en exercice, il favorise certainement l'activité intellectuelle. Il n'y a pas de différence vraiment entre l'activité corporelle et l'activité intellectuelle. C'est ça que j'ai expérimenté toute ma vie. N'est-ce pas incongru, Michel Serres, de dire que ces gens qui se livrent à l'activité physique nous ont appris à penser? D'une certaine manière, le corps est plein de secrets. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre nous et un animal, par exemple, c'est le corps qui fait la différence beaucoup plus que la parole. On dit que c'est la parole en général, mais le corps fait la différence parce qu'on n'a jamais vu un animal, par exemple, se lever pour inviter sa femelle à danser, par exemple. Tu vois, la danse, il joue, c'est vrai. Il joue, il s'adonne à des activités sportives, un peu les animaux, mais pas avec la sophistication du corps humain. Voilà, c'est ça la différence. Alors en quoi l'activité physique participe à l'intelligence, à la création humaine? Je crois que le corps invente. Il invente des positions, il invente des ports. Je sais pas, j'étais sauteur en hauteur par exemple et j'ai assisté à 2 inventions. Le rouleau californien pour commencer. On sautait en ciseaux au début, puis le rouleau californien, et ensuite le Fosbury flop. Et par conséquent, on voit très bien comment le corps s'adapte et invente de nouvelles positions ou de nouvelles stratégies. Et il invente et il apprend à inventer puisqu'il est porteur de nouveautés. Voilà. Alors, que peut-on dire en matière de solidarité et comment le sport peut nous amener à plus de solidarité dans la société? Alors, il y a 2 sports d'une certaine manière. Il y a le sport personnel qu'on fait soi-même, la gymnastique par exemple, etc. Puis il y a le sport collectif. Alors, dans les sports collectifs, que ce soit le basket, que ce soit le football ou le rugby, il est bien évident que
c'est l'équipe qui joue plus que l'individu. Et le ballon, d'ailleurs, quand on fait la passe, il est la trace de la vie collective de l'équipe. Et par conséquent, celui qui touche le ballon, c'est lui qui va être plaqué ou c'est lui qui va être attaqué. Et donc, il y a une sorte de solidarité avec le porteur du ballon. Et comme le porteur fluctue, il y a une solidarité qui fluctue. Or, d'autre part, la solidarité, là, touche une autre question très importante, c'est la question de la violence. Il est bien évident que c'est des sports de combat, par exemple le rugby est un sport de combat, mais il est réglé par des principes. C'est-à-dire on n'a pas le droit de plaquer haut, on n'a pas le droit de telle et telle chose. Et par conséquent, l'éducation du joueur est une éducation de solidarité, vous avez raison, mais une éducation juridique. C'est-à-dire il faut qu'il observe les règles. Parce que s'il n'observe pas les règles, alors c'est pas lui qui est puni, c'est l'équipe. Il y a coup franc et on perd 3 points. Et par conséquent, il y a là une éducation à la justice, ou une éducation au droit, une éducation juridique qui vaut toutes les éducations du monde. J'ai plus appris sur les terrains en matière de droit que dans les amphithéâtres, vous le comprenez bien. Et par conséquent, là, on est sanctionné par l'arbitre qui a un rôle très important.